bonjour à toutes et un grand merci, de vous être inscrits aussi nombreuses à ce premier webinaire dédié au leadership, réalisé, avec, Women in Africa et Deloitte. Pour cette première session, nous vous proposons, d'aborder, la thématique de la confiance et de l'affirmation de soi. Nous avons 1 heure pour aborder, ce vaste sujet, donc je vous propose de débuter immédiatement, heu, sur cette thématique. Heu, je suis donc, Nathalie Chapeau, je suis, manager, conseil capital humain au sein du cabinet Deloitte, basé, à Brazzaville en République, du Congo, et aujourd'hui je suis accompagnée de Morgane Braquet qui, travaille à mes côtés sur ces sujets de formation au sein du bureau, Congo également. Bonjour à vous toutes, je suis ravie également d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, alors pour, vous présenter, un petit peu les règles du jeu de notre webinaire, celui-ci comme, les 6 prochains que nous vous proposerons à hauteur de un webinaire, par mois, généralement le troisième mercredi de chaque mois. Ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est un échange, interactif entre, les animateurs et les participants. Pour ce faire, n'hésitez pas à recourir au chat pour, indiquer vos réflexions, partager vos expériences et également, poser vos questions. J'aurai toujours un œil sur le chat pour pouvoir, répondre à vos questions. Et puis, bien sûr, ce webinaire ou cette série de webinaires, ce sont les vôtres, hein, donc n'hésitez pas, c'est une opportunité ici d'apprendre, d'échanger et également de partager, sur nos expériences, sur vos expériences de femmes dans des positions de leadership, sur le continent africain. Voilà, donc c'est ce que je vous indiquais, on va essayer de commencer à l'heure pour pouvoir aborder un maximum, de sujets. Et puis, pour, permettre à ces webinaires de se dérouler au mieux, on va chercher à conserver votre attention. Alors, commençons tout de suite avec, le premier sujet qui est prendre confiance en soi grâce à l'intelligence émotionnelle. Morgane, je te laisse la main. Merci. Tout à fait. Donc on va commencer avec cette première capsule avec l'intelligence émotionnelle. Alors, tout d'abord, je voulais commencer avec vous pour vous poser deux petites questions ouvertes. N'hésitez pas à réagir sur le chat, hein, il n'y a pas de problème. Après, je sais qu'on va être nombreux et que je ne vais pas pouvoir entendre toutes vos réponses, mais, mais du moins, s'il y a des choses qui vous font réagir, n'hésitez pas. Donc, première question, selon vous, déjà, comment vous définiriez-vous la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est pour vous? Et puis, deuxième temps, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour avoir confiance en soi? Donc, c'est deux questions sur lesquelles j'aimerais que vous, effectivement, vous réfléchissiez et puis qu'on essaye de commencer, en fait, avec ce premier sujet, cette première capsule, commencer à réfléchir sur, effectivement, qu'est-ce que la confiance en soi et comment on peut la développer. Nous, on a réfléchi également de notre côté avec Nathalie, hein, donc on vous propose certaines réponses. Après, je pense que vous Alors en aurez attends, Morgane, d'autres. Oui, je vais juste te dire un petit peu ce qu'on peut bien voir. sûr. Ah, Heu, super. donc la confiance en soi, c'est s'accepter et Très accepter bien. la personne que l'on est. Ouais, Je crois qu'on est vraiment au tout à cœur des fait. sujets qu'on va Mm, chercher à aborder ensemble. complètement. La confiance en soi, je dis, c'est également, croire en son potentiel et en ses capacités. Oui, croire en Tout à fait. soi. À ce sujet, justement, on va vous proposer des outils, d'identification de vos forces actuelles et également réfléchir sur comment, faire de difficultés ou d'échecs des vecteurs de force. Donc on est vraiment dans ces sujets-là. Complètement. Confiance en soi, c'est, je vois une autre participante, nous partager que confiance en soi, c'est combattre ses peurs grâce à ses compétences. Mhm. Tout à Parfaitement, fait. Ouais. oui. Assumer pleinement toutes les facettes de sa personnalité et mettre en avant son potentiel.
Oui, 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 on va en parler également, hein, Mm, de profil de personnalité. Enfin, on va parler un petit peu, mais complètement. C'est sûr, c'est des super réponses. Merci beaucoup pour votre participation. J'avance je pense qu'il y en aura encore plein d'autres. Nous, enfin, avec Nathalie, on en a identifié aussi, mais ça complète, hein, ce que vous venez de dire, hein, tout à fait, c'est exactement ça. Nous, de notre côté, donc, que signifie la confiance en soi? Donc, effectivement, c'est oser, c'est tenter, c'est apprendre également à se connaître, c'est valoriser, donc, comme vous l'avez dit, ses capacités, ses compétences, ses forces. C'est aussi oser prendre des initiatives, ne pas avoir peur d'affronter l'inconnu ou de vivre des expériences nouvelles, effectivement, euh, d'aller vers le changement, de ne pas hésiter effectivement d'aller dans une démarche de changement. C'est aussi apprendre à se connaître. Donc, ça fait écho également à l'intervention sur le profil de personnalité, donc savoir qui on est. C'est aussi développer son intelligence émotionnelle. Donc ça, on va le voir ensemble si cette notion vous est un peu floue ou peut-être au contraire familière. Donc on va le développer ensemble. C'est aussi savoir affirmer ses besoins. Qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins actuels, qu'est-ce qu'on ressent. Et puis, c'est aussi, il y a plein d'autres réponses, hein, mais nous, on a aussi mis et éprouvé donc un sentiment de sécurité intérieure. Donc, se sentir bien avec soi-même et se sentir en sécurité. C'est une manière également, c'est une manière de définir également la confiance en soi. Alors, comme je le disais juste avant, donc je vous parlais d'intelligence émotionnelle, donc c'est un sujet qu'on va développer. Et donc, avec Nathalie, on a décidé donc vous parler de la confiance en soi autour effectivement de la notion d'intelligence émotionnelle. Et donc, je vais aborder avec vous cette notion, euh, vous l'expliquer, vous la définir, si effectivement cette notion ne vous est pas forcément connue. Donc, je voulais partager avec vous cette définition de Daniel Goleman, qui nous dit que dans les postes de direction, 85% des compétences qui permettent de réussir se situent dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, beaucoup plus que dans les capacités techniques ou intellectuelles. Donc, on vous pose cette petite question, effectivement, est-ce que ce chiffre vous étonne? Je suppose, enfin, j'imagine en tout cas que oui. En tout cas, moi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a étonnée. Et effectivement, on s'attend beaucoup plus, on ne s'attend pas forcément à ce que l'intelligence émotionnelle, effectivement, ait une place aussi importante dans le monde professionnel. On s'attendrait, comme le dit effectivement Daniel Goleman, plutôt à des compétences beaucoup plus techniques, beaucoup plus intellectuelles pour pouvoir évoluer ou en tout cas, effectivement, accéder à des postes de direction. Mais voilà, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Alors, l'intelligence émotionnelle, je vais la définir avec vous maintenant, tout de suite. On va découvrir ce que c'est. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est donc un concept qui a été proposé donc en 1990 par les psychologues donc Peter Salovey et John Mayer. Ce concept donc d'intelligence émotionnelle, il a été donc repris et surtout popularisé par Daniel Goleman en 1995. Hein, donc, c'est la personne dont je vous citais effectivement la phrase tout à l'heure. Donc, Daniel Goleman, très rapidement, hein, c'est un psychologue américain. Donc, il est docteur en psychologie clinique et développement personnel. Donc, d'où effectivement la notion d'intelligence émotionnelle qu'il a aussi qu'il a participé à faire développer. Et puis ensuite, il est devenu journaliste au New York Times, voilà, psychologue américain. D'une manière générale, c'est vrai que dans le monde professionnel, si on va un peu plus loin au niveau de l'intelligence émotionnelle, hein, les émotions, donc elles sont présentes dans toutes les activités de l'homme. Cette notion d'intelligence émotionnelle, elle est très liée au domaine de la gestion et plus particulièrement au domaine donc de management, au leadership. Vous allez la retrouver également donc au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de l'entrepreneuriat, pardon, mais aussi de la négociation. Donc là, je vous ai mis vraiment la définition. Donc l'intelligence émotionnelle, on peut la définir comme ceci. Donc c'est un concept fondé sur la reconnaissance, l'utilisation, la compréhension et la gestion de ses états émotionnels et de ceux des autres pour résoudre les problèmes et réguler les comportements liés aux émotions, tant au niveau de la sphère personnelle que professionnelle.
L'intelligence émotionnelle, d'une manière générale, elle ne va pas s'appliquer que dans le monde professionnel. L'intelligence émotionnelle, vous pouvez vous appuyer dessus, la développer dans toutes les sphères de votre vie, qu'elle soit privée, personnelle, amicale, familiale, de partout. Donc, j'espère que la définition, vous commencez un petit peu à entrevoir et à dessiner un peu ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, pas trop, je ne voudrais pas vous perdre parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet et on pourra en parler des heures, mais on n'a pas tout ce temps-là. Donc, juste pour vous présenter un petit peu plus de manière un petit peu plus précise, hein, si on va un petit peu plus loin. Donc, notre intelligence émotionnelle, c'est donc notre capacité à apprendre les diverses aptitudes pratiques qui sont fondées donc sur les 5 composantes définies par Daniel Goleman. Donc effectivement, là vous le voyez, Daniel Goleman, il a donc défini 5 composantes, 5 familles donc au niveau de l'intelligence émotionnelle. Donc on a la maîtrise de soi, la motivation, les aptitudes sociales, la conscience de soi et l'empathie. Et donc, ces 5 composantes, donc elles se déclinent en 25 compétences émotionnelles qu'on vous a détaillées juste à côté. Et donc, ces 25 compétences émotionnelles, donc elles nous servent elles vont nous permettre en fait de développer donc notre performance professionnelle pour peut-être acquérir une performance professionnelle hors pair, de manière vraiment qu'on puisse arriver au summum, qui est souvent plutôt difficile à atteindre, hein, qui nous demande du temps et qui demande effectivement de l'expérience et beaucoup de choses. Et Daniel Goleman nous explique effectivement qu'à travers qu'en s'appuyant sur l'intelligence émotionnelle et ces 5 familles, effectivement, et ces 25 compétences émotionnelles, on peut arriver encore plus et peut-être d'une manière un peu plus rapide, en tout cas, à développer effectivement sa performance professionnelle. Donc là, pour les détailler rapidement avec vous, ces 25 compétences émotionnelles, donc en fonction de chacune des composantes, donc par exemple, si je prends la première, donc la composante de la conscience de soi, on a comme compétence émotionnelle la conscience émotionnelle, la conscience de son état émotionnel, de ses émotions, le fait d'arriver effectivement à une auto-évaluation précise et la confiance en soi. Donc, vous voyez, on retrouve la notion de confiance en soi dans ces 25 compétences émotionnelles. Dans l'empathie, on va avoir la compréhension des autres, l'altruisme, la maîtrise de soi, on va regrouper le contrôle, arriver à se contrôler, hein, être maître de sa personne, la fiabilité, la conscience professionnelle aussi, l'innovation par exemple. Dans la motivation, on va trouver également l'exigence de la perfection, l'engagement, l'initiative et l'optimisme même. Et puis enfin, dans la dernière composante, les aptitudes sociales, donc là on va parler d'influence, la capacité à communiquer, le sens de la médiation, on va trouver aussi du leadership, le fait d'arriver à construire du lien, hein, du réseau, la gestion des changements. On va aussi avoir la capacité donc de mobiliser par exemple une équipe. Alors, donc au niveau du développement de la confiance en soi, avec Nathalie, donc on vous propose, on a identifié quelques ingrédients secrets pour vous aider à développer donc votre confiance en vous. Elles sont au nombre de 5. Donc, on a décidé donc de voir avec vous comment lister ses forces personnelles, qu'est-ce que c'est. Dans un deuxième temps, lister ses compétences. Troisième temps, accueillir ses faiblesses. Quatrième ingrédient secret, arriver à identifier les pistes de développement. Et puis, cinquièmement, on va vous accompagner sur comment réaliser votre ikigai. Je vais donc commencer avec le premier ingrédient secret, qui est donc lister ses forces personnelles. Comment on fait? Alors, donc, on peut les faire d'une première manière en fonction de votre profil de personnalité. Donc là, je le fais très rapidement parce qu'également c'est un sujet qu'on peut développer plus amplement. Mais là, d'une manière générale, donc là, on s'est appuyé sur le test MBTI que vous pouvez retrouver sur 16personnalités.com si vous souhaitez le passer. Et donc, c'est un test de personnalité qui effectivement repose sur
4 dimensions fondamentales du fonctionnement physique. Donc, pourquoi je vous explique ça? Eh bien, parce qu'effectivement, la première de ces dimensions, c'est donc la recherche d'énergie et qui permet, selon cette recherche d'énergie, de savoir si vous êtes plutôt une personne extravertie ou une personne introvertie. Donc aussi en fonction de votre profil, savoir si vous êtes plutôt extraverti ou introverti, certaines forces sont plus identifiables dans l'un ou dans l'autre profil. Là, par exemple, si on prend l'extraversion et l'introversion, on a effectivement une liste de forces différentes par rapport à l'un ou l'autre profil. Il faut bien avoir en tête que ni l'extraversion ni l'introversion, il n'y a pas un profil meilleur que l'autre. Chaque personne est différente. Et en fonction de qui vous êtes, vous avez certaines forces qui sont, on va dire, vous avez certaines forces plus du côté de l'introversion et d'autres qui vont plus du côté de l'extraversion. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas parce que vous êtes extraverti que vous n'avez aucune concentration. Il ne faut pas mélanger les deux. Mais c'est vrai qu'on va plus retrouver peut-être certaines forces chez l'un profil ou l'autre. Donc, par exemple, là, si je prends effectivement l'extraversion, on va retrouver des forces. On va retrouver donc des forces plutôt liées au dynamisme, la facilité de contact, le goût de l'action, l'énergie des personnes, le fait d'être énergétique, le partage des idées et puis le fait d'établir des contacts. De l'autre côté, au niveau de l'introversion, on va plus avoir donc des forces liées à la concentration, des personnes qui vont être beaucoup plus dans la réflexion, de calme, des personnes peut-être qui arriveront à garder beaucoup plus leur calme. On va trouver des forces comme la profondeur, le fait de bien choisir ses mots, et puis l'approfondissement vraiment des contacts. Dans un deuxième temps, on peut aussi voir ses forces personnelles sous un autre angle, celui de la psychologie positive, où là, on vous détaille 6 familles, on va dire donc effectivement déclinées en 6 familles. Donc on a la sagesse et la connaissance, une deuxième famille qui est le courage, puis l'humanité, la justice, la tempérance et enfin la transcendance. Et donc après, comme ce qu'on pouvait voir au niveau des compétences émotionnelles tout à l'heure, on les décline. Donc derrière, ce qu'on peut trouver effectivement dans la famille, dans la composante de la sagesse et de la connaissance, au niveau des forces, on va retrouver effectivement des forces comme la créativité, la curiosité, la raison, le goût pour l'apprentissage. Le courage, ça va être des forces comme la bravoure, l'honnêteté, la persévérance. L'humanité, on va être plus axé sur des notions donc d'amour, de gentillesse et puis d'intelligence sociale. La justice, des forces liées donc au travail d'équipe, la justesse, et puis on retrouve ici le leadership, la tempérance donc sur la capacité effectivement à pardonner, l'humilité, la prudence également, ça peut être tout à fait une force, et puis donc le self-control. Et enfin, donc, au niveau de la transcendance, on va trouver donc le goût effectivement pour la beauté et l'excellence, des forces. On peut être quelqu'un aussi avec beaucoup de gratitude. Ça peut être aussi de l'espoir et on peut être aussi sur des notions d'humour ou de spiritualité. Voilà donc pour ce premier ingrédient secret sur lister ses forces personnelles. Nathalie, je te laisse la main pour le deuxième ingrédient. Oui, tout à fait. Alors, je lis sur le chat que certaines parmi vous ne parviennent pas à identifier de manière immédiate si elles se sentent plutôt introverties ou extraverties. Donc là, c'est vrai que sur ces sujets de profil de personnalité, on pourrait vous inviter à le réaliser parce que à travers la série de questions posées par le test, je pense on arrive mieux peut-être à adresser ces tendances, notamment celles inhérentes à la recherche de l'énergie, donc cette première dimension du profil. Alors, la réflexion sur l'identification de ces forces, elle est importante évidemment pour travailler sur la confiance en soi, mais elle ne peut pas être l'unique sujet à aborder.
Donc on peut vous proposer de la compléter en listant vos compétences. Et pour ce faire, peut-être que certaines parmi vous sont issues d'un background professionnel qui les a amenées à travailler dans des problématiques de ressources humaines. Heu, Nous, chez Deloitte, on se dit aujourd'hui que la typologie un petit peu traditionnelle de l'évaluation des compétences est quelque peu désuète, qu'il faut l'adapter en tout cas à cet environnement turbulent, au prolongement également de la durée des carrières. Et, heu, et donc on est un petit peu sorti de la typologie traditionnelle basée sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être pour vous proposer celle-ci. Donc une typologie des compétences qui se fonde sur la pensée, quels sont nos traits cognitifs, qui se fonde sur l'action, quels sont nos traits comportementaux, et enfin, quelles sont nos réactions, c'est-à-dire nos traits émotionnels. Et si on l'analyse un petit peu cette typologie qu'on vous adresse, on a retiré finalement heu, l'aspect savoir-faire, puisqu'on peut considérer que sur des carrières qui deviennent plus longues, on va être amené à faire évoluer nos savoir-faire, et finalement ce qui va créer la différence dans notre carrière, c'est pas tant notre savoir-faire que justement notre capacité à faire évoluer nos savoir-faire. Et pour ce faire, on travaillera sur les traits comportementaux, sur les traits cognitifs et sur les traits émotionnels. Voilà. Alors, les traits cognitifs, c'est également ce qu'on peut appeler les connaissances. Elles vont consister ici à conceptualiser les possibilités dans un monde en turbulence, dans un monde en changement. Ils vont aussi, ces traits cognitifs, nous permettre de gérer une complexité qui est toujours plus forte, toujours plus grande. C'est aussi notre capacité à penser différemment nos façons de faire, hein, notre capacité à nous renouveler et puis à prendre des décisions rapidement et parfois sans disposer de l'ensemble des informations. Et je pense que le contexte pandémique, sanitaire que nous connaissons aujourd'hui en est un bel exemple. Ensuite, dans les traits comportementaux, donc ici on est un petit peu dans ce qu'on appelait traditionnellement les savoir-être, on va avoir tout ce qui nous amène à l'action. Donc, quelle est notre capacité à nous adapter aux changements permanents de pouvoir et d'influence? Comment est-ce on va parvenir à collaborer avec facilité au sein d'équipes nombreuses, différentes et, et également euh, dans des backgrounds culturels extrêmement variés. C'est également identifier comment nous parvenons à valoriser la contribution de nos partenaires et également donc nos partenaires, nos collaborateurs, mais également l'ensemble des parties prenantes qui vont être présentes dans notre écosystème d'affaires. Et enfin, investir d'importantes quantités d'énergie pour bien faire les choses, et ça va nous amener à essayer, tenter, ça va nous amener à échouer, mais ça va aussi nous amener à réessayer. Donc voilà pour cette dimension comportementale. Et enfin, pour faire écho à ce que Morgane nous partageait à l'instant, les compétences aujourd'hui, elles revêtent une dimension émotionnelle, hein. Donc ici, on est dans la réaction. Tolérer un environnement de risque et d'ambiguïté. Savoir faire preuve de résilience face à cette multitude de changements. Faire preuve de courage, se remettre en cause, hein, et remettre en cause la manière dont nous faisons les choses. Et puis également, avoir la confiance nécessaire pour s'inscrire dans des démarches de changement. Alors, maintenant qu'on a identifié, enfin, qu'on vous a proposé de réfléchir sur vos forces et que nous vous avons proposé une typologie des compétences, ce qu'on va vous proposer, et on va pouvoir en tout cas vous inciter à le faire dans le prolongement de ce webinaire, c'est de prendre un temps de réflexion personnelle
pour lister vos compétences, lister vos qualités, vos forces et également vos réussites. Donc, ce qu'on pouvait vous proposer, on avait un petit, préparé un petit modèle. Oui, bien sûr, je lis un commentaire de l'île Maurice, je suppose, qui nous partage que dans la section émotionnelle, Ouais. euh, il y a un enjeu fort de ne pas prendre les événements personnellement. Mm, Tout à fait. La tout à prise de fait. recul, et d'ailleurs la prise de recul, on va en parler dans un instant, c'est effectivement une dimension très importante de l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de l'instantanéité et à prendre du recul sur les situations Mm, pour pouvoir mieux gérer nos émotions et les réguler parfaitement. tout à fait. Donc prise de recul, lâcher prise, on est tout à fait dans ces dimensions-là. Mm, Alors, pour essayer de poursuivre sur ce petit exercice qu'on n'aura malheureusement pas le temps de faire en live personnellement, mais vraiment qu'on vous inciterait à faire ouais. pour travailler, enrichir la confiance en vous, c'était simplement, vous voyez, nous on a construit un petit tableau en 6 colonnes dans lequel on vous invite à identifier quelles sont vos réussites, quelles ont été les missions principales réalisées, identifier les traits comportementaux que vous avez mis en œuvre au sein de cette mission, euh, quel est l'intérêt que ça a présenté, comment vous évaluez votre performance face à cette mission, et puis lister ensuite quels ont été les traits cognitifs que vous avez mis en œuvre et comment vous avez mis en œuvre des traits émotionnels. Voilà. Alors, sur le partage de la présentation, nous verrons avec WIA. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la session est enregistrée, Oui, donc vous pourrez très facilement la réécouter, hein. Et, voilà, on regardera comment il est possible de partager le support également grâce à la communauté WIA. bien sûr. Donc voilà pour cet exercice sur l'identification de ses forces, de ses compétences. Alors, je reprends la main. Oui. Donc, pareil, on est toujours sur un petit exercice qu'on vous proposait, cette fois-ci dans un troisième temps, effectivement, sur le développement de la confiance en soi, qui est donc de lister ses faiblesses. Et donc, pareil, on vous incite également aussi fortement à le faire de votre côté, hein. Vous posez simplement avec une feuille blanche, un stylo, et puis vous mettre dans votre bulle et vous mettre dans un temps de réflexion pour effectivement réfléchir individuellement à une situation d'échec ou d'erreur vous impliquant personnellement. Et une fois que vous avez fait effectivement cette liste d'échecs ou d'erreurs, ou peut-être vous avez identifié quelque chose que vous pourriez définir comme une faiblesse, euh, je, je vous invite derrière à essayer d'analyser effectivement la situation que vous avez vécue, la situation, et puis chercher effectivement une solution pour y remédier. À froid, là maintenant, vous avez été dans une situation, vous avez vécu quelque chose de particulier, vous avez identifié effectivement une erreur, un échec, une faiblesse, et ensuite maintenant à froid réfléchir comment j'aurais pu vivre cette situation autrement, qu'est-ce que j'en tire au final, comment je peux l'analyser, et comment après coup j'aurais pu réfléchir pour y remédier. J'ai l'impression qu'il y a des participants effectivement qui lèvent la main, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas qui veulent dire quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat là tout de suite Ah, Morgane, je Non. vois sur le chat, comme Ouais. toujours, qu'il faut que tu parles fort. Ah, Et je vous invite également à bien veiller à ce que votre son le soit bien. volume, ouais. Le volume soit bien haut. Je fais mon possible, j'essaie de parler aussi fort et mettre bien le micro devant moi pour être sûr que vous m'entendiez. C'est bon là, vous m'entendez, on m'entend bien? Oui, je pense qu'on t'entend Ouais. bien, oui. Ok, super. Voilà, donc comme le présentait effectivement Nathalie là sur
le fait de lister ses compétences, on vous propose effectivement un petit exercice de réflexion personnelle. Aussi, donc, le fait de lister effectivement ses faiblesses, l'identification des échecs ou des erreurs que effectivement vous avez pu peut-être faire, ou en tout cas vous avez peut-être déjà réfléchi à certaines situations que vous avez pu vivre, donc ne sont pas de manière automatique à rejeter ou à refuser. Bien au contraire. On vous propose ici, on vous conseille même plutôt de les accueillir. Aussi, qu'est-ce qui se passe d'une manière générale dans l'un ou l'autre cas? Si on détaille, d'une manière générale, si j'accepte mes faiblesses, par exemple, premier point, j'accepte de me faire aider et je suis plus serein avec moi-même et avec les autres. Alors que si je décide de refuser mes faiblesses, je vais plutôt perdre du temps, de l'énergie et je vais me sentir plutôt stressée et mal dans ma peau. En tout cas, je vais pas avoir confiance en moi. Également, si j'accepte mes faiblesses, j'ai plus de temps et plus d'énergie pour travailler mes forces, pour axer en tout cas mon énergie sur le développement de mes forces et de mes compétences. Alors que si je refuse mes faiblesses, je vais avoir une marge de progression beaucoup plus limitée. Ensuite, dans le sens où j'accepte mes faiblesses, si je les accueille, je vais réussir à valoriser mes forces et je vais être reconnue par les autres pour ces forces que j'aurai développées et que je vais valoriser. Si au contraire, je ne les accueille pas, je ne valorise plus mes forces et au final, les personnes autour de moi ne vont pas non plus les reconnaître ni les détecter. C'est à moi de valoriser ces forces-là et de les montrer. Également, donc enfin, si j'accepte effectivement mes faiblesses, je vais avoir davantage confiance en moi. Et à l'inverse, si je les refuse, je vais perdre un peu de ma confiance en moi, ou totalement peut-être, face à mes difficultés à progresser. Je vais avoir beaucoup plus de mal à me développer, à prendre peut-être un petit peu parfois des risques pour essayer d'aller plus loin et développer en tout cas mes forces, mes compétences. Tout à fait, Morgane. Et d'ailleurs, je lis un commentaire très intéressant Oui. de Corinne. Je vous remercie pour votre partage qui nous dit au cours de ma carrière, donc dans le journalisme et puis ensuite dans les RP, dans les relations publiques, j'ai appris à mieux utiliser mon intelligence émotionnelle et c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a évité de refaire des erreurs antérieures, des erreurs de jeunesse. Et je crois que c'est tout à fait le sujet de l'acceptation Mhm. d'un échec ou d'une difficulté qu'on a rencontrée, voire d'une faiblesse. Mm. Et c'est ce qui nous amène effectivement à progresser tout au long de notre carrière. Tout à fait. Complètement. Merci beaucoup. Donc voilà ce que Très je bien. pouvais partager avec vous sur effectivement les faiblesses et les accueillir. Donc on vous a proposé finalement trois ingrédients secrets principaux: identifier ses forces, euh, identifier également ses compétences, réfléchir sur ses faiblesses. Et puis, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, on fait tout ça puisque c'est ce qui va nous amener ensuite à travailler notre confiance en nous-mêmes en identifiant des pistes de développement, on a tous cette possibilité immense de développement. Donc, comment faire? Eh bien, nous, ce qu'on vous propose finalement, c'est une démarche en trois temps. Premièrement, la prise de recul. Hein. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et je crois que c'est bien l'objet des trois premiers points qu'on vient d'aborder avec vous. Et les trois premiers points nous permettent de dresser finalement l'état des lieux d'où nous en sommes. Et puis, c'est ce qui nous permet ensuite d'identifier quels sont nos besoins de développement par rapport au poste qu'on occupe actuellement et puis par rapport à la situation personnelle, professionnelle où nous nous situons. Quels sont ensuite les avantages pour moi de changer un comportement?
quels sont, quels vont être les avantages de travailler sur l'acquisition d'une nouvelle compétence. Puisque, on le sait bien, pour atteindre un objectif, il faut identifier, une motivation pour l'atteindre, hein, et donc identifier l'avantage que ça va, représenter pour nous. Alors il y a plein d'outils, qui permettent de travailler sur cette prise de recul. On pensait notamment, à l'évaluation, 360°, aux évalu aux évaluations, d'une manière un peu plus large, la fiche de poste et puis également, les retours qu'on peut obtenir, de nos supérieurs ou de nos men de d'un mentor, par exemple, hein. Heu, la le 2e dimension, c'est, définir une stratégie de changement. Alors, la stratégie de changement, ici, il va s'agir d'identifier quels sont les moyens sur lesquels je vais pouvoir, travailler pour atteindre ce besoin de développement. C'est aussi dans la définition de la stratégie, être capable de, construire un plan d'action sur lequel on se fixe un calendrier, hein. Il faut, identifier les étapes qu'on souhaite réaliser et heu, les mettre, les échelonner dans le temps. Alors comment faire? Là, il y a de nombreux outils également, on pensera certainement, au coaching. On peut également, s'inscrire dans une démarche de co-coaching, hein, donc de coaching entre pairs, par exemple, qui fonctionne, très bien. Un mentor, un mentee, pourquoi pas? Et puis bien sûr, il y a tout ce qui a trait, aux formations. Mmh. Et dernière étape, comment est-ce que je vais ancrer, le changement? Eh bien, bien souvent dans des démarches, de petits pas, hein, notamment donc se déterminer un premier champ d'exploration, le répéter pour ancrer la pratique, automatiser bien évidemment et puis, c'est ce qui une fois qu'on a conforté, un premier champ d'exploration, on va pouvoir l'élargir à d'autres domaines, voire en augmenter les enjeux. Donc là, on va être on peut avoir des outils comme, les aides-mémoires, les rappels visuels ou encore, sensoriels. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter, afin d'évaluer votre situation actuelle, de définir votre stratégie de développement et d'engager un 1er travail sur la confiance en soi et l'affirmation de soi. Dernier outil enfin, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, hein, le modèle ikigai. Donc là, heu, de même, je vous inciterai, à l'issue de ce webinaire à vous poser la question, de la construction de votre ikigai parce que c'est aussi un outil qui permet d'établir un état des lieux sur, la manière dont on se positionne aujourd'hui, à travers, 4 dimensions, 4 domaines. Quelles sont mes passions? Quelle est ma vocation? Quelle est ma mission? Et quelle est ma profession? Alors comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple, vous le voyez, on a construit, 4 cercles dont on voit qu'il y a, pour l'ensemble, des points, de regroupement entre ces 4 cercles. La 1re aspect, c'est, qu'est-ce que j'aime? Alors qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Hein. Donc ici, simplement noter qu'est-ce qui relève de ce que j'aime faire et de mes passions. Ensuite, 2e aspect, c'est ce dont, le monde a besoin. Donc à quoi je sers? Quelle est ma vocation? Hein? Quelles sont les causes que je défends? Dans quel monde est-ce que je souhaite vivre? Et quelle est ma contribution finalement? Quel changement est-ce que je pourrais, tenter, d'initier ou d'apporter? Donc je travaille ici sur, ma vocation. 3e cercle, il s'agit d'identifier ce pourquoi vous êtes rémunéré. Quelle valeur est-ce que vous apportez? Quelles activités, vous permettent aujourd'hui de gagner votre vie? Et quels sont les services que vous pourriez offrir également? Et enfin, 4e cercle, ce en quoi vous êtes, bon, ce en quoi vous êtes doué, hein. Donc quels sont vos talents? Quels sont vos dons? Quelles sont vos compétences et quels sont vos atouts? Et voilà, donc prendre le temps de réfléchir aujourd'hui à un modèle qui permet de donner un sens à notre vie et qui permet aussi d'identifier
à quel niveau on est aligné entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on réalise. Tout ça, ce sont des outils qui sont vecteurs de confiance en nous, de compréhension de nous-mêmes, effectivement, et puis d'affirmation de soi. Alors, je vois, qu'entendez-vous par feedback 360? Donc je vais quand même, répondre Oui, bien à sûr, cette question. bien sûr. Donc là, Je c'est reviens vrai sur la suite. que, heu, donc les feedback 360, c'est, un outil, heu, de développement personnel finalement, qu'on peut réaliser dans une organisation. C'est une évaluation qui est réalisée par, la personne qui souhaite, faire un point sur la manière dont elle est perçue aujourd'hui dans son monde professionnel. Et cette même évaluation est partagée par, ses collaborateurs, ses pairs, son manager, son directeur, et ça peut également être partagé par, d'autres parties prenantes, externes, des clients, des fournisseurs, voilà. Et à l'issue, on obtient donc une analyse, des réponses qui ont été réalisées à cette enquête, qui permet, finalement d'avoir une perception entre, la manière dont on se, voit, dans notre, quotidien professionnel et la manière dont, les personnes qui collaborent avec nous au quotidien nous perçoivent. Et c'est un très bon outil pour, justement pour identifier si on est bien aligné entre, ce qu'on souhaite véhiculer comme image et l'image qu'on véhicule, ou en tout cas la manière dont notre image est perçue par nos interlocuteurs. J'espère que c'est bon pour l'évaluation 360. Je pense que c'est bon. Oui, ok. Je vois qu'on est un petit peu déjà euh, dans la gestion du temps, n'est-ce pas, Morgane? Oui, oui, Donc oui, voilà. oui, tout à fait. Donc on va. Voilà ce qu'on souhaitait vous proposer sur cette dimension de confiance en soi. On espère qu'on vous a partagé des outils dont vous allez pouvoir vous emparer pour faire ce travail par vous-même. Et puis on voulait clôturer par tout ce qui a trait à l'affirmation de soi, et notamment l'affirmation de soi euh, en développant son assertivité. Voilà, alors pour ce faire, on souhaitait initier cette réflexion par les propos de Jacques Salomé qui finalement nous, nous indique oser dire non à l'autre, c'est-à-dire faire preuve d'assertivité, hein. Oser dire non à l'autre, c'est dire oui à soi-même. Donc voilà comment je souhaitais introduire cette deuxième petite capsule. Alors je vois qu'il y a une intervention d'une panéliste en anglais. Il y a une session, hein, en anglais qui se déroule très précisément dans 15 minutes. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Tout sera, vous verrez à peu près le même contenu, mais cette fois-ci en anglais. Alors, l'assertivité, savoir dire non, c'est un comportement qui va nous permettre de nous opposer à une demande sans froisser notre interlocuteur, hein. Et donc, il se base sur quelques principes qu'on vous a indiqués ci à côté. Donc, il s'agit ici d'oser s'exprimer finalement, clairement, d'oser s'exprimer clairement, de donner son avis, de communiquer ses opinions et sa manière de voir les choses avec conviction et avec fermeté, hein. Puisqu'on part du constat, lorsqu'on se connaît, lorsqu'on a confiance en nous et lorsqu'on cherche à s'affirmer, que nous avons le droit de refuser de réaliser quelque chose que l'on considère comme ne nous incombant pas directement ou qui va à l'encontre de nos intérêts, hein. L'assertivité, c'est également savoir fixer nos propres limites, hein. Et donc, quand on est assertif, on va se respecter nous-mêmes et respecter les limites des autres, hein.
Donc on considère ici qu'on va avoir le droit de vouloir ce que l'on veut, de ne pas vouloir ce que l'on ne souhaite pas et de le dire dans la mesure où effectivement ça ne froisse pas notre interlocuteur, hein. Heu, voilà et puis, ça va nous amener aussi à dire: «J'ai le droit de penser ce que je pense, et de le dire et de dire ce que je pense dans la mesure où ça ne froisse pas mon interlocuteur». L'assertivité, c'est donc un comportement d'affirmation de soi positif. Il permet de prendre une position affirmée sans dégrader la relation avec l'autre. Alors, comment faire du coup? Quel est le comportement à adopter? Eh bien la 1re, des choses, c'est le recours, heu, au «je». La personne assertive dit «je», elle évite le «nous» de dédouanement et elle évite encore plus, l'impersonnel. Donc «il est inévitable» ou «on ne peut pas» et cetera, hein. La personne assertive de même va utiliser son regard pour, fixer, heu, ce qu'elle a à dire. Donc elle regardera son interlocuteur dans les yeux. La personne, assertive est également responsable, hein. Donc on va privilégier ici la responsabilité individuelle et cette personne se veut capable de maîtriser son destin. Enfin, elle dispose de qualités puisqu'elle est consciente, bien sûr, consciente, confiante, autonome et spontanée. Le Il va s'agir ici de le faire de façon affirmative en adoptant une position personnalisée, positive, hein. Donc finalement, l'assertivité, c'est, la capacité d'une personne qui sait dire non avec tact et fermeté, qui va donc être davantage respectée qu'une personne qui acquiesce toujours aux propos des autres. Merci. Pardon. Voilà et donc 3 ingrédients, secrets pour terminer, cette section. Premièrement, l'affirmation assertive. Ensuite, de l'importance de sortir du jugement, des ressentis et des perceptions personnelles. Et puis enfin, on vous partagera quelques tips sur, les mots à éviter. Ok, donc effectivement, comme le disait Nathalie, premier ingrédient secret, donc l'affirmation assertive. Comment on s'affirme donc de manière assertive? Donc on vous a fait une roue avec plusieurs expressions et en tout cas plusieurs comportements pour pouvoir vous affirmer euh, de cette façon-là et d'utiliser l'assertivité. Donc s'affirmer, c'est donc oser exprimer son avis. Ça va être donc oser dire non, hein, comme le disait juste avant Nathalie, comme elle vous l'expliquait. Oser dire tout simplement. Parler en je, hein, on évite le nous qui nous dédouane, on évite de parler en on ou il. Avoir des objectifs clairs. C'est aussi initier des relations gagnant-gagnant avec les autres. On regarde dans les yeux son interlocuteur, on va fixer ses propos. On reconnaît en tout cas ses propres émotions, on est à l'écoute de ses émotions et on les reconnaît. On ne se cache pas derrière, ou en tout cas on ne les évite pas. On va regarder l'autre en face comme un père et non pas comme un ennemi ou un étranger, mais plutôt comme un père. Et puis, on va effectivement oser demander. Oser demander, on peut tout à fait ne pas savoir certaines choses, en tout cas être bloqué sur quelque chose dans le monde professionnel, et ne pas oser demander, se retrouver coincé. En tout cas, là, on vous conseille plutôt le contraire et d'oser demander. Donc l'assertivité ou l'affirmation de soi, c'est une compétence qui va donc vous permettre d'exceller effectivement en matière de communication avec les autres. Voilà, 2e aspect, donc savoir dire non, c'est aussi, la capacité à s'affirmer sans jugement, sans ressenti et sans,
perception personnelle. Donc ici, comme vous voyez, on vous suggère finalement un ensemble de propositions qui témoignent d'assertivité. Donc par exemple, j'ai apprécié, je n'ai pas apprécié. C'est également l'assertivité, la capacité à dire je suis déçu. Ça a été agréable ou désagréable pour moi, tel ou tel comportement. C'est acceptable ou ce n'est pas acceptable pour moi. Hein. Je me suis sentie gênée, j'ai été gênée, hein, j'ai été blessée. Et l'assertivité, elle peut aussi aller dans le sens de défendre des aspects positifs. Hein. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je suis à l'aise ou je ne suis pas à l'aise. Ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Je suis ennuyée, je suis embêtée. Et à chaque fois de justifier ce qui nous a amené à vivre cette situation, car j'ai constaté que je n'ai pas compris pourquoi, ça me pose problème, telle ou telle situation, ou voire ça m'a mis en difficulté. Donc finalement, l'assertivité, on pourra en ressortir que c'est le fait de défendre ses droits en les présentant pour nous-mêmes, hein, sans causer le moindre préjudice aux autres. Pour finir, Morgane, ou voilà, donc simplement. Oh, excusez-moi, j'avais mis Oui. mon micro en mute et je ne l'ai pas démuté, donc c'est pour ça qu'on ne m'entendait pas. Effectivement, donc tout à fait. Pour finir, donc troisième ingrédient, troisième chose, là on voulait vous présenter dans un dernier temps donc quelques tips, c'est-à-dire quelques mots qu'il est plutôt préférable d'éviter au final quand on, en tout cas le fait de savoir dire non et quand on communique avec les autres, dans le sens où ils ont tendance à être assez intenses, assez forts et qui vont plutôt se fixer ou qui vont être plutôt dans le jugement ou en tout cas une certaine qualitativement, en tout cas, va donner une certaine intensité. Donc voilà, les mots comme toujours ou jamais, les mots comme pas assez ou beaucoup, ça peut être encore. On a encore, enfin voilà, on s'appuie, on répète un peu, on durcit un petit peu les propos. Le fait de dire comme d'habitude ou à nouveau, il s'est passé telle ou telle chose. Donc effectivement, ce sont certains mots qu'on vous conseille d'éviter si vous voulez effectivement adopter un comportement assertif. Voilà, tout à fait, parce que l'assertivité, c'est aussi notre capacité à réagir face à une situation donnée et justement à ne pas généraliser, ce qui aurait peut-être tendance à amoindrir l'impact des propos qu'on souhaite tenir. Hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, pour conclure sur ces ingrédients, donc grâce à l'assertivité, vous pouvez donc établir une relation harmonieuse avec donc vos pairs, avec les parties prenantes de votre écosystème et en tout cas de votre sphère professionnelle et également privée, puisque l'assertivité, vous pouvez tout à fait l'utiliser. En tout cas, c'est un outil, un comportement que vous pouvez avoir autant dans le monde professionnel que dans le monde privé. Tout à fait. Voilà. Alors, je suis très contente, Morgane, qu'il nous reste 5 minutes parce qu'on a, Oui. on a quand même quelques questions sur lesquelles on Super. va pouvoir réagir. Donc, Allez, vos questions. voilà, je lis oser dire non avec conviction. C'est une autre terminologie pour le sujet qu'on vient d'aborder. Bien sûr. Tact, basé sur des arguments solides et professionnels, impose souvent le respect. Bien évidemment, tout l'échange qu'on vient d'avoir, c'est précisément comment est-ce qu'on arrive à fonder nos relations dans des relations de respect envers nous-mêmes et bien naturellement de respect envers les autres. Bien sûr. Tout à fait. Donc là, je rejoins tout à fait vos propos. J'avais aussi noté une question sur peut-on avoir un coach dans ce groupe? Donc, en fait, quand on a construit ce programme de leadership féminin, ce qu'on a vraiment souhaité vous partager, c'est un ensemble des prémices, si vous voulez, des notions de coaching. Tout ce qu'on vous partage là, c'est tout à fait ce qu'on pourrait vous
proposer dans des, dans des pratiques de coaching plus développées. Donc, on a essayé de le proposer de manière à ce que ça puisse être des outils de développement personnel pour vous-même. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas pour les quelques minutes qui nous restent à les poser sur le chat. Hein, on Bien sûr, échangera. oui. Hein. Donc, j'avais une question qui disait comment y aller à petits pas lorsqu'on a l'impression que notre hiérarchie veut voir notre changement rapidement. Mm. Alors, c'est évidemment une question de taille, et puis malheureusement, malgré tous nos efforts, on ne vous proposera pas de réponse magique, hein, sinon ce serait certainement trop simple, surtout sur ces thématiques de développement personnel. Bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le changement individuel, il est rarement instantané. C'est une démarche et il faut commencer par l'initier si l'on souhaite voir des modifications s'installer. Voilà un petit peu. Moi, Ouais. j'aurais plutôt tendance à considérer que des démarches de changement, quand elles touchent à nous-mêmes, hein, quand elles sont individuelles, personnelles, euh, enfin, notamment dans les sessions de coaching qu'on adresse chez Deloitte, on travaille sur des plans d'action qui sont finalement une succession d'actions qui s'étalent dans le temps et qui permettent un changement progressif. Mais un changement progressif est accepté. C'est vraiment le... C'est exactement ce que j'allais dire et tu viens de le dire. C'est arriver à peut-être à se poser des objectifs, en tout cas pas en masse, mais en tout cas certains objectifs qui vous ressemblent et que vous avez envie d'atteindre et d'aller effectivement d'y arriver avec un plan d'action défini que vous avez accepté, que vous vous êtes créé et que vous avez accepté. Et c'est vous qui l'avez défini vraiment dans une démarche personnelle. Alors voilà, alors il nous reste 2 minutes, donc on va essayer d'aborder le maximum de choses. Donc je vois Corinne que vous dites envelopper son nom avec diplomatie, tout à fait. Hein. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ce sur quoi on essaye de travailler. C'était vraiment le sujet qu'on essayait de vous proposer. Je vois comment mettre à profit ses qualités de savoir-être lors d'un entretien d'embauche sans passer pour une femme arrogante. C'est toujours le juste milieu qu'il va s'agir de trouver entre la capacité à présenter nos forces, nos réussites, tout en conservant l'humilité nécessaire pour qu'elles soient entendues. Le juste équilibre, ouais. C'est toujours une question d'équilibre et c'est vraiment un sujet. Et moi, je pense que justement, les outils qu'on vous proposait sur identifier ses forces, identifier ses compétences, c'est un moyen aussi euh, de, de commencer un travail de réflexion qui va nous permettre d'amener les choses avec suffisamment d'humilité. Tout à fait. Par expérience, en tant que leader, je parle en dernier lors de réunions, permettant à mes collaborateurs d'exprimer leur créativité. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien, je pense aussi. Comment s'inscrit le leadership personnel dans le leadership en général? Eh bien, ce sera la dernière question à laquelle on aura le temps de répondre et je vous remercie de l'avoir posée. En fait, ce serait très très long hein, de tout aborder et je pense que c'est pour ça qu'on vous a proposé 7 sessions qui s'inscrivent entre la première qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui et le mois de décembre pour adresser justement des dimensions de développement personnel pour construire son leadership personnel et également être capable de l'intégrer dans des dimensions un petit peu plus larges comme vous pourrez le voir dans les sessions à venir, construire un réseau, gérer sa carrière, etc. Et aborder ainsi différentes touches de la grande palette de compétences nécessaires au leadership. Voilà, je vois qu'il est
17h01 et on a vraiment très, très à cœur d'être sur ce format court, et impactant. Donc on vous remercie vraiment, vivement pour votre participation. J'ai vu on avait, 120-130 personnes à un moment, donc c'est vraiment extrêmement plaisant de participer à cette, initiative, que nous a offert, Merci Women in beaucoup. Africa. Et donc voilà, on vous souhaite, à toutes une excellente, fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.